Jacob et McFarlane. Il se trouve que quand je les ai connus, ils étaient dans un autre groupe et puis ils ont voulu tracer leur route en duo et d'une manière assez brillante, j'ajouterais. Ils ont presque déjà eu une spécialité tout de suite de travailler sur l'existant. Alors évidemment, vous allez me dire, tous les architectes travaillent sur l'existant, mais eux, c'est toujours un peu différent. Ils le font d'une manière, j'allais dire, de l'anti-réhabilitation. C'est presque un positionnement éthique, de ne jamais réhabiliter, de toujours transformer. Ils ont choisi comme thème ce soir structure dissipative. Vous voyez, j'en trébuche tellement. Je n'ai pas habitué à utiliser forcément ce mot. Ça veut dire en fait que quand ils transforment quelque chose, ils le transforment toujours avec une énergie. Voilà, ce sont des transformations énergiques, dynamiques. Voilà, ça c'est comme ça que je les ai toujours perçus. Et dynamique, organique, on pourrait dire, et j'ajouterais même numérique, car ils font partie de la génération morphing. Morphing, alors pardonnez cet anglicisme, mais je ne vois pas d'autres mots, ou digitalisation, je ne sais que modélisation, mais enfin morphing, voilà, parce que morphing, on voit un corps qui se dessine. Je trouve que ça leur va encore mieux. Donc à chaque fois, ils ont su se glisser dans les habits des autres. Hein, ça a commencé, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais avec Piano et Rogers. Quoiqu'avant, ils avaient déjà Novarina, un des grands architectes des années 60, dans le théâtre de Pont-Audemer, ils avaient su déjà lui donner beaucoup plus qu'un autre look, une véritable atmosphère différente, un véritable lieu différent. Donc, dans la foulée, ils ont gagné ce concours en haut du 5e étage du Centre Pompidou. Ça a été ce projet que tout le monde attendait, que tout le monde même craignait, car pouvait-on toucher au Centre Pompidou? Il se trouve qu'ils l'ont fait avec leur vocabulaire. Ils ont, je ne sais pas si on dit bulle, poche, on n'est jamais d'accord sur les termes, mais en tout cas, vous connaissez ce lieu, le restaurant Georges. Et puis, ils ont continué avec la transformation du bâtiment de Claude Vasconi sur Boulogne-Billancourt, pour le centre Renault, le Métal 57. Là aussi, ils ont tiré parti fabuleusement de cette architecture très forte, comment dire, et même très moderne, on pourrait dire, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des bâtiments qui ne dissocient pas la façade de la toiture. Claude Vasconi l'avait fait, et bien de ces grands sheds, eux, ils ont tiré une véritable architecture intérieure. Voilà, ils sont toujours dans cette transformation. Après, ils ont gagné des tas de concours qu'ils vont vous montrer. Ils vont surtout vous expliquer ce que veut dire, de leur point de vue, dissipative. C'est vrai, c'est pas facile. Donc, voilà, on essaie de présenter ensemble la conférence ce soir. Et donc, il y a une certaine façon on fait ça. Mais s'explique, je pense, facilement dans le sens visuel et aussi oral. D'abord, pour moi, Dominique, on dit un grand remercie à la Cité et l'IFA, à François Demazier et Francis Rombert. C'est longtemps, on n'est pas fait une conférence à Paris. Et voilà, nous remercions pour cette opportunité. Nous avons choisi pour titre un titre difficile, Structures dissipatives. Et donc, on voit dans ce titre, parce que c'est un terme qui parle de un imprint, un tirage, entre guillemets, d'un système original, un imprint d'énergie, et c'est un système après qui est déformé, déréglé par le milieu et un nouveau environnement. En fait, je pense qu'il y a plusieurs intérêts dans notre travail. En relation avec cet intérêt de titre, je pense entre plusieurs, on a un intérêt sur, évidemment, depuis les années, la notion de apparence
et d'espérance. On est très intéressé dans le système, mais plutôt les systèmes qui est après réglés ou déréglés par une certaine intervention. En anglais, il y a une expression hands-off. Je ne savais pas, il y a la même expression en français. Mais je pense en fait ça c'est toujours un certain intérêt. Ça c'est de dire la présence et la non-présence de l'auteur. Aussi on est très intéressé dans une certaine neutralité dans notre travail. Mais une neutralité qui est simplement là pour révéler une présence et une intervention qui arrive depuis une autre chose. Donc, dans cette révélation, en fait, à la fois, il y a une révélation de l'existant, la condition existante, et il y a une nouvelle chose créée. Donc, entre d'autres, peut-être on est intéressé dans un autre terme, camouflage, mais c'est un mot, je pense, qui est peut-être trop abusé. Mais bon, il y a plusieurs raisons pourquoi. Plusieurs choses en se m'intéresser. Mais je pense en fait une question assez importante, pourquoi on s'est intéressé dans les qualités là, dans l'architecture? On s'est intéressé de créer une architecture avec un sens et avec une raison. On parle toujours d'une certaine résonance. On cherche pour des résonances dans notre travail. Donc, on pense en fait les projets avec une certaine résonance ou une certaine raison pour son existence. C'est un projet qui est forcément quelque chose à dire et quelque chose qui est plus riche. C'est vrai, on est très intéressé dans les multiples lectures de le projet, donc une certaine complexité. Donc, à partir de ça, la plupart de notre projet c'est vrai, ça parle de le contexte, en lequel on cherche à révéler la complexité. Notre projet en général ont plusieurs histoires qui leur donnent la substance. Nous vivons aussi dans une époque avec un fort intérêt sur les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, qui donnent forcément les nouvelles possibilités, les nouvelles ouvertures. Donc, la plupart des projets ce soir, en fait, malheureusement, on ne présente pas les projets avant 2000. Je pense Francis allait bien parler de ça. Malheureusement, dans le sens, en fait, je pense dans les projets plus tôt, on voit les débuts, plutôt vers 96, pardon, et un peu plus tard, on voit les débuts de certains intérêts, vous avez mentionné ce soir, Francis. Mais on essaie de concentrer sur les projets à partir de 2000, simplement pour la raison on est en vie, et je pense que c'est notre chance aussi ce soir de présenter un petit peu le plus récent travail et expliquer ça. Donc, je passe la parole à Dominique. Bien. Bonjour. Donc, comme dit Brandon, on va montrer les premiers projets d'une manière un petit peu plus rapide. Donc, par exemple, pour le Centre Pompidou, qui a été déjà pas mal montré, qu'on a déjà pu expliquer plusieurs fois. C'est vrai qu'avec le projet du restaurant au 5e étage du Centre Pompidou, on a eu l'occasion d'intervenir sur le bâtiment donc, de Renzo Piano et de Richard Rogers. Et il nous a paru évident qu'il fallait travailler à partir de ce système de trame ouverte qu'ils avaient mis en place. C'était de toute façon la seule surface d'intervention, puisque les façades donnent sur tout le panorama de Paris. Le plafond a déjà une architecture en elle-même qui est extrêmement travaillée avec toute l'immersion des fluides du système qu'ont mis en place Rogers et Piano. Et donc nous avons travaillé à partir de la trame qu'ils avaient mise en place, qui est une trame de 1,60 m ou de 80 cm par 80 cm. Et sur l'image que vous pouvez voir ici, un petit peu, donc c'est comme un tapis, tramé de 80 par 80, qu'on a déformé pour y introduire les différents éléments du programme. Donc, c'est-à-dire la cuisine, un bar, un vestiaire, une salle privative. Et en fait, ce processus de transformation nous permettait d'avoir une intervention qui était très forte, mais qui en même temps était vraiment liée à l'histoire du bâtiment. Et en fait, c'est vraiment
un système qui nous a permis de transcender plusieurs moments et en même temps d'être parfaitement intégrés, de toujours pouvoir se retrouver dans le système qu'ils avaient mis en place. Donc ensuite, c'était un moment où il y a eu un énorme travail, donc comment en fait matérialiser ces formes à travers différents logiciels, différentes déformations, comment obtenir les différentes géométries x, y de cette peau. Ensuite, se poser tous les problèmes de comment la réaliser, parce que c'était quand même assez pas évident de faire une structure en aluminium en forme au dernier étage d'un bâtiment qui existe. Donc on a fait toute une série d'études à la fois structurelles, de transport, de fabrication. Et autant auparavant on avait plutôt vraiment travaillé sur la déformation d'une surface, comme on peut voir sur ces images-là. Et on a ensuite fait tout un travail de développement de structure. Et cette image, elle est assez importante pour nous, parce que c'est une structure qui est extrêmement intéressante, mais en même temps, toutes les contraintes d'un bâtiment qui était IGH, d'un bâtiment qui était ERP, nous donnaient pas la possibilité de la révéler. Et c'est ensuite un système qu'on a développé avec le projet que je vous montrerai tout à l'heure de la librairie Lewy. Donc ici, on voit la peau et la structure qui est la tienne. Ensuite, donc, tout le projet utilisé, c'est un système qui... tout le plafond est servant. Donc on a complètement récupéré le système qui était mis en place par Piano et Rogers, dans tout ce qui est fluide, électricité, eau, plomberie, médias, parce qu'on était raccordé au centre de vidéo du centre Pompidou. Donc ici, vous commencez à voir tous les différents éléments, tous les patrons, comment on a travaillé, les différentes découpes, tout était envoyé en découpe laser et ensuite assemblé dans une usine de chantier naval, parce que finalement c'était les seuls qui ont pu nous prouver qu'ils avaient la technologie et aussi une bonne qualité de finition. Donc voici maintenant les images, donc ça je pense que... il n'y en a pas d'autres. Mais bon, je pense que c'est un projet que vous connaissez. Ensuite, la librairie Florence Lewy. Donc, ce qui était assez intéressant avec le projet pour Florence Lewy, qui est une libraire qui vend des livres d'artistes, c'était que autant, c'est vrai qu'au Centre Pompidou, on avait eu un budget qui était, disons, correct, autant Florence Lewy avait un budget minimum, je crois que c'était, si je me souviens bien, je crois que c'était 130 000 francs. Dans un tout petit espace qui doit faire 50 mètres carrés, et le programme était de... comment dans cet espace-là mettre en disposition des livres d'artistes et en même temps intégrer des espaces de stockage qui étaient assez importants. 50 mètres carrés, c'est très petit. Et ce que nous avons imaginé, c'est comment ce volume-là serait rempli, s'il était complètement rempli comme une ruche, de tous ces livres d'artistes. On avait défini avec Florence une trame qui était à peu près 40 par 40. 40 par 40 cm, qui est à peu près la trame dans laquelle rentrent la plupart de ces livres. Et comment ce volume qui occupait tout l'espace, on pouvait ensuite imaginer le parcours des personnes qui rentrent dans la librairie et comment un flâneur qui regarde des livres, les ouvre. Donc ce parcours a sculpté ces formes que vous voyez là. Et on a ensuite des 3 totems qui sont des volumes résiduels dont le vide a été laissé par la trace du parcours de ces flâneurs. Ces volumes sont creux, on va le voir ici, parce que c'est un petit peu comme des greniers finalement, ce sont des totems greniers. Les intérieurs contiennent tout ce qui est stock et la peau extérieure, quand je dis peau, même si c'est un projet qui est sans peau, parce qu'il n'y a que la structure qui la révèle qui reste, contient tous les livres qui sont en vente. D'une certaine manière, on a retrouvé ici le même dispositif qu'on avait mis en place à Beaubourg. Donc c'est un système de patron, de découpe numérique, mais qui est plus simple, qui est simplement à trois plans. Donc à partir de ces patrons-là, on a par exemple ici une maquette qu'on avait fait à l'agence de comment ensuite ces éléments-là sont assemblés entre eux et forment les totems. Et c'est ensuite un menuisier, on les a fait en boulot. Donc ça, je vais passer rapidement parce qu'il y a plusieurs images comme celle-ci. Ensuite, la mise en place. Et ce qu'on voit, donc, on a toujours la structure qui fait référence à une peau, mais qui n'est pas là, et qui donc laisse des perspectives vers les intérieurs qui sont creux et qui abritent les réserves. Donc c'est un projet extrêmement simple, mais qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Là, les images des intérieurs des réserves.
on y accède par des petites portes. Là, le totem qui fait aussi office de banque d'accueil. Et ensuite des images où on commence à voir les livres qui sont implantés dans ces structures. Ensuite, un éditeur de Milan nous a contactés et ce qu'on n'avait pas pu, on avait eu l'idée de les réaliser en matière transparente, mais de la raison même parce qu'elles étaient en fait pleines, elles étaient creuses à l'intérieur, on ne pouvait pas vraiment le faire. On a pu le faire avec Savoia et Moroni, où on a utilisé un plexiglas qui est coloré et transparent, et en fait pour en faire plutôt un système d'étagères individuelles, mais qui utilisait toujours le même système de structure. Donc ensuite, je vais vous montrer un projet de logements sociaux qui est en chantier actuellement, qui est ici, là. Tu l'as montré ? Okay. En fait, c'est... Pardon, excusez-moi, celle-là. Qui est à côté de ici. la place Rhin et Danube, Ouais. qui est dans une ZAC qu'a dessiné Philippe Madec. Et on a eu c'est un site assez exceptionnel, c'est sur le site, c'est de l'ancien hôpital Hérold. Et c'est un site qui est pratiquement un îlot en lui-même, qui est donc, on n'est pas dans une configuration classique parisienne où on est chaque fois rattaché à un bâtiment mitoyen, mais on est vraiment sur un site en fait où on a trois bâtiments, comme presque 3 îlots à faire, qui sont indépendants les uns des autres, avec pas mal de contraintes différentes d'espaces verts à protéger, d'arbres à protéger, de co-visibilité. Et ce qu'on a proposé ici, c'est un système en fait d'une peau, pareil, qui est une peau virtuelle, qui abrite un volume capable, avec une structure qui est assez simple, qui est assez orthogonale, mais qui laisse un plan de façade assez libre à la rencontre de celle-ci avec le volume extérieur, et qui permet d'organiser des logements. En fait, tout ce qui est sur le côté boulevard, on est d'un côté nord-est, donc on retrouve tout ce qui est les blocs servants, donc c'est les noyaux de circulation verticaux, des coursives de circulation d'accessibilité aux appartements, et ensuite tout ce qui est technique, cuisine, salle de bain. Et du côté jardin, du côté sud-ouest, on arrive à développer des grandes façades qui s'ouvrent vers le jardin avec un système de balcons, des coursives qui deviennent des balcons en périphérie de chaque surface. Donc ici on voit cette coupe-là, et la structure forme en même temps les séparatifs des appartements entre eux. Et on a un système de jardin d'hiver qui permet d'étendre, d'occuper de la surface du balcon qui est assez importante, d'avoir une surface intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur, surtout en hiver, qui permet d'agrandir un petit peu les surfaces de ces logements. Ici, vous voyez la structure qui est dans un béton. Tout ça. Ensuite, on a un système de façade d'enveloppe. Donc, une première façade qui est la façade étanche et acoustique, qui est en verre et en métal. Et ensuite, on a un deuxième système qui est ce jardin d'hiver, qui est en produit TFE. Et ensuite, vous voyez ici la superposition des différents noyaux de circulation, ou les noyaux humides, cuisine ou salle de bain. Et ici, un petit peu l'ensemble. Donc là, on a une vue depuis le bas du boulevard Serrurier. Malheureusement, ce ne sera pas tout à fait ça, parce que le maire de l'arrondissement pense que dans le passage qu'il y a ici, on risque d'avoir trop de piqûres. Donc, il nous a demandé de faire un accès très discret sur le côté. Le chantier c'est un chantier qui est actuellement en cours. Donc voilà quelques photos. Oui. Ouais. Avec tous les balcons sont dans un béton autoplaçant coloré de ce type, qui nous permet d'avoir des balcons qui sont assez fins, et dans lequel, là, vous pouvez voir ici l'implantation des rails qui nous permettront d'avoir le système de ce jardin d'hiver. Donc là, Francis, c'est pas une restructuration, c'est l'ancien site du terrain Hérold. Donc là, c'est la mise en place, c'est le travail qu'on est en train de faire sur le prototype du jardin d'hiver. Donc ça, c'est un travail en cours. Ça, c'est un prototype en fabrique avec une entreprise en Hollande qui
c'est très intéressant, surtout le travail avec les architectes sur le plastique et les structures légères. Et voilà, ça c'est le prototype. Donc ensuite, donc là c'est un projet qu'on avait gagné en 98 pour diverses raisons administratives, mais beaucoup de temps à voir le jour. Finalement, on a pu l'inaugurer en début 2004. C'est le théâtre Maxime Gorky. En fait, c'est un théâtre qui était organisé dans un ancien cinéma. Donc il y avait une très mauvaise pente, une très mauvaise acoustique. Et donc on nous a demandé de refaire une enveloppe intérieure de la salle, hein, uniquement, donc ce n'est pas une restructuration complète. Et pour ce faire, on est parti du contexte. Il y a un ensemble de séries de maisons ouvrières en fait, qui sont mitoyennes, de petite taille, de petite dimension, de toiture à deux pentes. Et on est parti de ce volume domestique. Et comment ce volume domestique, sectionné en différentes strates, hein, qui correspondent chaque fois à un pas de gradin, en fait, pouvait s'organiser pour à la fois créer une enveloppe acoustique, intégrer différentes passerelles techniques et donner un environnement propice à un théâtre, à une scène nationale. C'est une intervention pareil extrêmement simple, qui est tout en bois, c'est du contreplaqué qui est peint mat. Ce que vous pouvez apercevoir ici derrière, c'est l'ensemble des passerelles qui circulent, avec une passerelle transversale qui rejoint un autre système de passerelles longitudinales. Et donc on a chaque fois un ensemble comme ça, ici une strate qui fait le tour et qui nous amène vers la scène. Et on n'est pas touché la scène, hein, c'est Oui. la scène existante. La scène existante. Donc il y a un petit peu une référence, il y avait un petit peu c'est théâtre Maxime Gorky. Ils viennent de changer le nom, j'ai oublié. Bon. C'était le théâtre Maxime Gorky, donc il y avait un peu un clin d'œil entre la couleur rouge, la référence communiste, le rouge qui est aussi une couleur de spectacle. Et c'est une ancienne ville communiste aussi. Ouais. Donc on a joué un petit peu avec ça, c'est vrai. Ensuite, le centre de communication Renault. Donc, comme l'a dit Francis tout à l'heure, c'est un bâtiment construit par Claude Vasconi en 1984. Mais pratiquement au moment où il a été inauguré, Renault avait décidé de quitter le trapèze et de lancer toutes les opérations, y compris celle de l'Isseguin que vous connaissez. Donc finalement, c'est une usine construite en 1984, mais qui n'avait jamais servi. Et c'était une usine pratiquement neuve, en parfait état et vide. Renault a décidé d'y installer son centre de communication. Ils vont laisser sur le site ce centre de communication et leur futur siège social qui va s'implanter également sur le trapèze. Donc c'est vrai qu'ici, ce qui était recherché, c'était plutôt d'avoir le maximum de surface d'exposition. Et s'agissant de voitures, la demande est de garder le maximum de surface au sol. Donc on a plutôt travaillé, autant à Beaubourg, on avait travaillé avec une déformation du sol. Ici, il y avait une qualité remarquable de ce toit avec ces grands sheds qu'avait dessiné Claude Vasconi. Et il nous a semblé intéressant en fait, de partir de ce toit à shed qui avait une géométrie très particulière et d'avoir un système de ce qu'on appelle simèse, de murs latéraux, dont la géométrie est issue de ces sheds et qui descendent jusqu'au sol, mais sans presque jamais le toucher, sauf à certains moments quand il s'agit d'un volume qui est complètement plein. Donc, je prends ça. Donc ici, on a une série de plateaux tertiaires, un petit parc de stationnement, et ensuite une série de ce qu'ils appellent un espace convention, d'auditorium 300, 100, 500 places, et différentes salles de séminaire, et avec un système de passerelles, de coursives, qui tournent au premier étage, autour du grand espace d'exposition, dès que j'avais un plan derrière. Voilà. Donc ici, tout ce que vous voyez en trame, en fait, c'est un espace d'exposition que Renault scénographie avec ses équipes pour mettre en valeur leurs voitures, leurs derniers moteurs. Donc là, on voit dans la coupe les différents moments de ce bâtiment. Donc ici, une coupe qui est à 9 mètres, non, excusez-moi, 6 mètres, 9 mètres et 12 mètres. Donc on a des hauteurs qui sont assez impressionnantes. Oui. Et là, on voit
comment les cimaises en fait épousent la forme du shed et en fait se déploient, se déforment et viennent ici s'arrêter juste avant de toucher le sol. Avec ça, voilà. Et on circule. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des flux, parce qu'on partage à la fois un monde de personnes qui travaillent, et un monde de conventions. Et ce que désirait Renaud, c'est d'avoir tous ces flux qui peuvent se croiser, mais en même temps qui ne se perturbent pas. Ces grandes cimaises blanches, on les a fabriquées en nid d'abeilles aluminium, qui sont extrêmement légers, qui sont une matière extrêmement légère. Donc on peut les voir ici. En fait, on les tire avec simplement deux palans. Et en même temps, on a des éléments là qui font à peu près 9 mètres de hauteur. En plus, oui. Donc là, un nid d'abeilles. Là, on voit des images de la plantation de la charpente. On intervient dans un existant. Donc tout arrive en éléments préfabriqués et installés à l'intérieur de ce grand toit. Et en même temps, ce qui nous intéressait beaucoup dans ce projet, c'est toutes les vues, les différentes perspectives qu'on peut avoir suivant les différents moments du bâtiment. Toujours beaucoup d'échappées différentes. Donc là, vue du bâtiment. Et là, maintenant, on a différentes vues de l'intérieur, dans le grand espace d'exposition, des grandes cimaises blanches. Et en fait, ensuite, tous les murs latéraux sont en chêne. L'idée, c'est d'offrir un espace qui soit assez neutre à Renaud, parce qu'ensuite, ils ont chaque année des thèmes, des couleurs qui sont très différentes. L'idée, c'est de rester assez neutre et avoir un espace ensuite qui puisse vraiment vivre sa vie. Alors, dans la coursive sur laquelle on circule au premier étage, qui nous permet de faire tout le tour du bâtiment. Différents escaliers qui permettent de relier les mezzanines. Et les auditoriums qui ont des grandes portes qui s'ouvrent. En fait, pour chaque fois, en fait, là, les acteurs, ce sont les voitures. Donc, c'est comment faire accéder chaque fois des véhicules sur la scène avec des plaques tournantes. Et chaque fois, on voit dans les salles, on retrouve l'architecture des sheds de Claude Vasconi. Dans les salles de réunion, par exemple, ça nous permet de récupérer une lumière naturelle. La chose qui est extraordinaire par rapport au centre de communication, si on retourne dans l'image là, ou avant aussi, en fait, pour eux, c'est une série des espaces comme ça. Il s'appelle le brainstorming espace. Et c'est les espaces qui, pour la communication, pour eux, pour leur propre réunion. Donc, en fait, le centre de Renaud, c'est un espace de présentation, exposition, mais c'est aussi un espace de travail jour par jour. On est sur le site à peu près 400 personnes qui est là chaque jour. Et une bonne partie de ça, c'est les individus qui sont vraiment là, présentent découvrent le futur de la marque et qui est là, en fait, qui voit et qui cherche pour les futures tendances de la culture, notre culture. Donc, on avance qui est dans un espace de 3 ans, 4 ans en avance aujourd'hui. Juste trouver où on va avec la culture et donc où on va avec la culture de la voiture. Donc, c'est un groupe tout à fait spécial et tout à fait intéressant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a envie de donner eux les espaces assez intéressants, assez innovatifs dans la volumétrie. Un peu décalé de leurs habitudes. Donc, à le début de ce projet, c'est un travail un petit peu spécial avec eux, juste à convaincre eux, vous avez un salle de réunion de 6 mètres haute, et c'est quelque chose de splendide et tout à fait possible de créer quelque chose innovatif dans cette salle. Donc, à le début, c'est un message assez complexe de passer pour un monde qui a une habitude plutôt pour les espaces. À 2,50 m. 2,50 m, ou choses comme ça. Mais finalement, en fait, c'est un projet qui marche, si on comprend bien, c'est un projet qui marche avec un certain succès pour eux. Là, bon, donc les différentes salles, justement, ça, je pense, c'est une salle où il doit y avoir un espace de 6 mètres de hauteur sous shed. Donc les plateaux tertiaires. Et ensuite, c'est toutes ces différentes pièces, en fait, c'est presque comme... on retrouve presque un système d'une petite ville à l'intérieur de cette usine. On a différents espaces, là on a des croisements de différentes mezzanines qui permettent d'avoir différents... Bon, ensuite, là, ça c'est des scénographies, donc ça c'est Renaud qui installe... les différentes scénographies chaque année. OK.
Oui, je continue. Donc, en fait, la prochaine moitié de le projet, on commence par maison de course. C'est une maison, on n'est jamais construit. C'est une maison, malheureusement, c'est une maison pour un client en course. À l'époque, en fait, c'est un client qui avait proposé nous un site assez extraordinaire. Donc, si je passe par ça, simplement, bêtement, on est un site avec pas la plage de Tahiti, mais c'est presque, pour vous qui connaissez la côte de sud, on est les endroits absolument tahitiens, splendides, incroyables, avec la plage blanche. Et là, notre site, c'est ça. Donc, c'est un site assez idéal, avec un petit, en hiver, un petit rivière, c'est un petit, un peu de l'eau qui creuse entre la vallée là, et un peu de l'eau qui creuse entre la vallée là. Donc, entre les deux lots, on est notre site. Donc, le site, c'est bien couvert de Naki. Et l'entrée, c'est depuis la rue ici. Donc, c'est un site assez extraordinaire jusqu'à la plage. On continue. Donc, ça, c'est, si tu veux, ça, c'est une vue sur le site, dans le maquis, vers la partie haute de la colline. Il y a certains arbres sur ce site assez extraordinaire, avec beaucoup de personnalité. Encore pour vous qui connaissez le maquis, c'est vraiment une partie de la course, de la personnalité de la course. Et je pense qu'on est très attiré par un paysage assez extraordinaire. Un paysage qui a aussi les vieux traces de mouvement de les chèvres qui passent dans ce paysage. Et donc, il y a aussi le vieux trace de les corps de l'animal et le vieux trace des murs qui, avec le temps, qui a créé un type de topographie. Donc, on a pris tout ça avec un fort intérêt. Et on a commencé à analyser le site avec des paysages. Donc, on a commencé à vraiment entrer dans toutes les détails de le paysage, jusqu'à le microfaune. Et cette microfaune absolument riche, assez extraordinaire. Donc, on est parti sur ce chemin en parallèle avec un fort intérêt sur le site et quelle est la façon on commence à modéliser le site et on fait quoi avec. Donc, on est un programme, en parallèle avec le site, on est un programme assez incroyable. Le client qui avait proposé nous deux pages. Sur une page, il est listé son vie privée à Paris. Toutes les choses qui sont à Paris, dans son appartement, dans son façon de vivre à Paris. Et sur la deuxième page, à cause de cette première page, il a créé une autre liste qui est toutes les choses qui est complètement au contraire de cette première page. Et donc, on est assez touché par ça, avec cette envie de créer à la limite le programme avec nous. Et quelques différentes choses. Et pour lui, en fait, il n'a pas envie de vivre dans une maison propre, mais vivre dans le site. Donc ça, c'est une chose proposée par lui. Et vivre peut-être dans plusieurs morceaux dans le site. Donc on est tout à fait d'accord. Il a aussi proposé une grande envie, en fait, dans le journée, en fait, ça c'est une esquisse extrêmement brute, hein. Et ça marche pas très bien, mais bon, si vous avez le moyen de voir un petit peu le point en rouge, on voit bien, on entre vers là, et on descend vers la grande partie de la maison là. Mais il y a une série de petits morceaux tirés dans le site. En bas de le site, on est la plage. Bon, en bas de le site, on est la plage là. Si on continue. Donc ça, c'est toute une série d'esquisses tout autour de le site. Et donc, il a envie de vivre dans le site et vivre entre la plage dans le matin, descendre jusqu'à la plage, et après, lentement, remonter dans le site. Donc, il y a une partie maison déjeuner, petit déjeuner, pardon, maison déjeuner, maison rock, maison zen et maison tennis. Donc, on est finalement un projet qui est pas vraiment une maison, mais c'est un site. C'est entre une maison et un site. Donc, si on continue, c'est une maison aussi qui est
extrêmement intéressé dans son terrain. Donc, comme j'essaie de retourner sur le site, on a créé une grande mèche dans un sens informatique à partir de la topographie de le site. Et dans cette mèche, avec cette mèche, on a fait une phantom mesh. Donc, ça, c'est-à-dire une deuxième mèche. Et à partir de les deux mèches ensemble, on a commencé à introduire le programme, un petit peu comme on avait glissé le programme sous la nappe de le sol de George. Et on a glissé dans le site. Et à partir de ça, on est soufflé entre les deux mèches. Donc, si tu veux, si on continue dans cette façon de construire un projet, c'est un petit peu les images là. C'est une image tout à fait abstraite. On vit dans deux sens. Cette histoire de souffler le paysage introduit un programme à l'intérieur de le site, moitié extérieur, moitié l'intérieur, et aussi introduit un schéma. Donc un schéma qui liait tous les 7 morceaux dans le site, entre la partie haute et la partie basse. Ça, c'est les images avec la partie maison. Ce n'est pas une maison avec un toit transparent, mais c'est simplement une partie de notre process. On voit bien là aussi une façon de remettre le topographic ligne de le site à l'intérieur de le projet. Donc, difforme vers l'intérieur de le site. Et pourquoi pas, on commence à construire une série de niveaux à l'intérieur de la maison. Donc, petit par petit, en même temps, on circule tout autour d'un morceau, il s'appelle Maison Lunch, et c'est cela qu'on développe un peu plus tard, dans le projet, juste à donner une échelle. Et là, on passe. Et là, on commence à voir la façon de créer, pourquoi pas, un espace, une proposition spatiale avec la mèche. À partir d'un mèche 2-dimensionnel, on est maintenant un mèche en 3 dimensions. Avec la possibilité, pourquoi pas, de créer une série de chambres, des espaces pour la maison, comme une série de proposition assez cellulaire dans son structure. Donc, si on continue avec cette notion de la cellulaire, après, en fait, on pose la question, quelle est la propre façon de créer un toit? Mais est-ce que c'est vraiment un toit ou est-ce que c'est la plus haute partie qui couvre cette structure cellulaire? Donc, c'est là où, en fait, on a proposé une série d'études sur l'extérieur surface de chaque élément dans le site. Et finalement, on a trouvé ça, qui est tout à fait intéressant. En fait, c'est une mèche qui s'ouvre à partir d'un point et qui s'ouvre de créer à la fois toutes les choses nécessaires, soit à l'entrée de le corps humain dans un espace, l'entrée de lumière, l'air. En fait, c'est programmable. Donc, si on continue avec cette surface, qui est maintenant une surface dynamique, qui s'ouvre, qui dilate, on remet dans le site, et on est à la fois une maison qui est pas une partie de le site, mais une partie d'une synthétique, une nouvelle surface synthétique de son propre paysage. Malheureusement, on a fini le projet dans une phase assez tôt. On a commencé à étudier toute la structure avec Overab, mais extrêmement tôt, on a arrêté le développement de ce projet avec le client, ou le client qui avait arrêté le projet. Donc, en fait, c'est assez bête comme projet, parce qu'on n'a pas la chance de développer le projet, mais depuis cette expérience, on a drôlement développé une série de maquettes et drôlement commencé à construire la propre maison dans une série de morceaux. Et donc, j'essaie d'expliquer à quelle façon on a fait ça. Donc, voilà, donc ça, c'est juste une série d'images. Si on essaie de... Parce qu'on a un petit problème informatique avant avec le film, mais on essaie juste de présenter un film de le site, donc avec grand espoir. On voit si ça marche. Mais c'est un film qui présente... on tourne tout autour de le site, et à partir de la mèche de le site, on matérialise le site, et on commence à voir l'impact. Si on prend un aspect, c'est l'aspect de lumière. D'accord, donc on ne présente pas. Ok. Peut-être on a un petit problème technique là. Mais c'est simplement
C'est un film qui présente un aspect, et en fait c'est une maison qui répond dans cet aspect de le film à le mouvement de le soleil dans la journée, pendant le jour. Et en fait, on a développé ça comme un tropisme, un mouvement de la maison qui est en relation avec un mouvement de tropique mouvement. Sinon, c'est une maison qui répond à le mouvement de le corps humain. Si on arrive très proche de la maison, c'est la maison qui s'ouvre ou qui ferme. C'est une maison aussi qui dilate à cause du mouvement de l'air depuis la mer jusqu'à la montagne et dans l'inverse sens, depuis la nuit jusqu'à la mer. Prochain projet on a envie de présenter, c'est un projet, on a juste récemment complété une installation à SciArc à Los Angeles. Et là, on est invité à créer une intervention purement conceptuelle et on est pris en fait un parti. On est inspiré par la maison H en Corse et on a créé un projet, il s'appelle le Breathing Wall. Et c'est là où en fait on a développé récemment un vrai morceau de la maison Corsica à la vraie échelle à Los Angeles. Donc c'est une expérience assez incroyable, simplement pour la raison en fait on continue de construire la maison, mais sans client. Et je pense en fait, c'est peut-être pas assez rare en architecture, mais c'est toujours, je pense en fait c'est toujours à la limite un type de nostalgie qui n'est pas tout à fait finalisé. Bon, c'est Breathing Wall, Los Angeles. Donc, ça c'est en fait simplement aller un peu plus vite. J'imagine ça c'est les esquisses pour la pièce. Donc, à partir de en fait la chance intéressante avec Los Angeles, on a commencé à développer un peu plus le pot de le projet. Dans cette proposition-là, on a proposé comme un mouvement aussi dans la pièce de Los Angeles. Donc, si on continue, on explique un petit peu plus. On a une structure, on est pris à Los Angeles, c'est une structure véronale, et c'est une structure tout à fait intéressante dans le sens en fait, chaque fois on déplace un point dans cet espace, on est capable de créer à la limite la même surface, mais ça dépend sur la géométrie de cette surface dans un sens trois-dimensionnel. Mais on travaille avec un système qui donne une grande logique pour la surface. Donc, on appliquait à la fois entre la trois-dimensional surface et la deux-dimensional surface, on arrive avec une construction qui est plutôt, ça c'est une image pas aplatir, mais une image de la trois-dimensional surface. Si on continue, on voit bien l'intérêt là, en fait, pour nous, en fait, c'est simplement de commencer à développer les bouches ou les pétales structure. Et dans la proposition aplatir, c'est un petit peu comme ça. Donc, à partir de ça, toute la peau de Los Angeles est découpée en laser numérique à partir d'une peau en aluminium. C'est une étude pour le remis de cette peau sur une structure à partir de suspendu à partir d'un plafond. Et c'est là où en fait on commence dans le vrai espace de construire en trois dimensions chaque point qui correspond avec la structure véronale dans l'espace. Donc ça c'est les images pendant la construction. Et ça c'est la pièce finie dans l'espace. Donc on voit bien le dos. Le dos c'est tout à fait intéressant dans le sens en fait, c'est dans cette zone-là, on est comme un software qui est lié avec une petite machine qui s'appelle l'extenuator. Et à partir de l'extenuator, on a une série de câbles qui passent tout autour de l'anneau qui s'ouvre et qui dilate la pièce dans l'espace.
Donc si on continue, donc on voit dans l'espace de ça c'est dans l'espace de l'exposition de SIAC. Donc SIAC, moi je pense plus ou moins tout le monde savait le SIAC, Southern California Institute of Architecture. Donc on est prof avec un cours de design l'année dernière et on est invité aussi en même temps de faire cette installation. Donc on a choisi de créer cette pièce, on s'appelle Breathing Walls. Donc c'est ça qui est l'espace Gallery, c'est une vieux espace pour le transit des objets dans les années 40 jusqu'à les années 70 à downtown Los Angeles. Donc c'est un espace bâti tout à fait étonnant. Mais bon, c'est une chance pour nous, en fait, tout faisant aussi très intéressant sur le cahier. Donc il y a très peu de cahiers de charges dans l'espace, donc on a pris l'initiative de suspendre tout. Et suspendre aussi dans le sens, en fait, c'est un projet virtuel, c'est pas un vrai projet. Donc c'est une chance de aussi dire ça dans un certain sens. On a deux anneaux qui dilatent. Il y a cette partie-là et cette partie-là. Donc, ça c'est pendant le vernissage. Un peu plus près de l'anneau qui dilate. Et le pot. Donc ça c'est juste simplement les images prises à peu près 3 semaines sur place. Donc, le prochain projet, en fait, c'est le Docks de Lyon. Et en fait, c'est un projet où on est invité pour un concours, entre d'autres, avec Shigeru Ban, Odile Deck, Rudy Ricciotti, nous, et donc, et Faustino. Et donc, c'est sur un site assez spécial, sur le Rhône et le Saône, bien entendu, avec le musée de Confluence de Coupé-Montbard ici. On a un site juste ici qui est tout à fait intéressant. C'est un site qui appartient de la voie navigable de la France. C'est un site aussi entre la rivière et le chemin de fer ici, qui arrive jusque dans le futur un gigantesque projet qui a déjà commencé, un des plus importants nouveau urban projet en France, qui est dans cette partie de la ville, qui éventuellement déplace tout ce terrain qui est extrêmement terrain vague, plus les anciens espaces industriels, et qui déplace tout ça dans le futur pour un vrai mix entre à la fois l'habitation, les espaces de travail, les parcs, les supermarchés, etc. Donc nous, on a la chance de faire un petit concours juste sur cette rive-là, qui est tout à fait intéressant. C'est un concours qui est dans une zone où, en fait, aujourd'hui, on est encore les biennales de Lyon qui passent dans cette zone-là. Et on a une série de pavillons, les pavillons de stockage. Donc, dans cette image-là, on le voit un peu plus précis. Quelques conditions qui sont très, très remarquables, je pense. Là, on est sur un site là, donc c'est un site extrêmement qui longe la rivière. Et là, en même temps, on a une splendide vue sur un colline qui est protégé aussi la campagne. Donc on est entre ville et campagne. Donc il y a une grande envie dans le futur de développer tout ce site qui développe vraiment une urban condition entre deux conditions. Une condition à la fois très paysage et à la fois très urbaine. Donc nous, on est entre les deux zones, entre guillemets. Ça, c'est une série des images de le contexte aujourd'hui. Donc le contexte des espaces pour stockage, les vieux espaces de dépôt, les grues, etc. Donc, dans le futur, grâce à ce concours, il y a un projet pour développer certains trous, conserver certaines grues et développer, enlever certains bâtis très bas et en fait développer une série de pavillons qui est en relation et en dialogue avec le vieux pavillon qui est déjà là. Donc, la contrainte pour nous dans ce concours,
C'est une contrainte à la fois, il y a deux interventions par Jacob Macfarlane à gauche et à droite. À la fois, la contrainte, c'est propose un volume d'espace à l'intérieur de où on développe une bonne partie, majoritairement les bureaux, et une partie culturelle. Et donc, c'est nous qui choisissons la partie culturelle, la partie pour cette partie de le projet. Donc là, c'est purement comme un concept. Dans le sens, on est, à partir de cette contrainte de le concours, on a vu la contrainte de proposer un grand volume, comme un grand volume, une grande boîte neutre. Et à l'intérieur de cette boîte, pourquoi pas, commence à creuser tous les espaces vides. Et pour une série de raisons. Dans le premier projet, la boîte orange, on est un projet qui est ciblé tout autour. On a choisi le thème, c'est Lyon, donc on a choisi un thème tout autour de la cuisine, donc c'est tout à fait rare. Et dans la partie bas de le projet, on a proposé un centre international sur la cuisine. Dans la partie haute, on a proposé une série des étagères de niveaux de bureaux. À l'intérieur de cette grande boîte, on creuse. Et on creuse pour plusieurs raisons. C'est un trou qui passe entre le côté rivière et le côté chemin de fer. Et c'est un trou continu, donc c'est un espace ouvert et extérieur. Ça, à côté le projet orange, on conserve le vieux structure. Donc ça c'est le structure, il s'appelle le Salines. Et donc, si on présente le Salines aujourd'hui, le plan c'est plus ou moins ça. Dans le sens, en fait, à droite on est le vieux structure, à gauche on est notre nouvelle boîte qui glisse, mais qui met son nouveauté à côté de l'ancienne. Et c'est simplement ça comme relation. À partir de ça, à partir de cette trou, on crée une série de cônes, donc un tripartite cône. Et donc je pense en fait dans le coupe en eau, c'est tout à fait plus facile de voir, mais c'est pas très efficace le pointeur, mais c'est simplement, on voit bien, c'est une vide qui passe entre le côté rivière vers le côté gauche, le côté chemin de fer, et qui tourne et qui est déformé vers le toit. Donc en fait, c'est ouvert complètement en eau. Donc on est le moyen à la fois de ramener la lumière, on est le moyen de ramener l'air depuis la rivière. Donc il y a un mouvement de l'air pendant la journée assez important depuis la rivière vers l'intérieur de le site. On est une condition, on demande dans le concours pour un travail sur tout le côté environnemental, la façon d'aérer le bureau sans clim. C'est une façon de créer un balcon à chaque étage pour eux qui travaillent dedans. Et encore, excusez-moi pour le pointure, mais c'est pas très clair, mais ça c'est un balcon. Donc, on est un balcon à chaque niveau, on est le passage de la cône. Donc, il y a plusieurs raisons, mais ça, c'est entre d'autres les raisons assez intéressantes. Donc, dans un certain sens, on transforme, c'est une transformation si tu veux, un cours vertical classique dans un bâtiment avec les mêmes envies, les mêmes contraintes, mais cette fois, on met dans un sens purement horizontal, pour créer d'autres solutions, à la fois le même problème et à la fois aussi très lié avec son propre qualité de le site, la certaine géométrie on trouve sur l'histoire de le site. Et on propose la même chose avec la boîte verte. La boîte verte, c'est un objet beaucoup plus important, mais on voit dans le premier plan deux îles. Et les îles, en fait, c'est très... Pour nous, c'est un moment assez incroyable, parce qu'en fait, on a un client en face qui a envie de développer les îles. Et dans le futur, on crée une série de îles flottantes. Et les îles flottantes, c'est simplement le tangent entre le cône qui passe dans le bâtiment et qui touche l'eau. Et à ce moment-là, on crée une île. En fait, c'est le cône qui crée l'île.
dans ce projet-là, le boîte verte, on développe tout un thème tout autour de le spa. Et donc, c'est avec, en fait, les deux projets, c'est avec deux artistes différents. Ça, c'est avec Fabrice Hibert, tout autour de le thème spa. Donc, il y a une intervention artistique par Fabrice sur toute la partie rez-de-chaussée et mezzanine, dans toute cette partie-là. Et sur le boîte orange, je commence à oublier Bertrand Lavier, qui fait une intervention aussi tout autour de le thème cuisine. Donc, un point aussi important, c'est un bel concours, je pense, en fait, simplement aussi pour la raison on a gagné un concours, mais avec aussi un projet de Odile, et il y a un projet aussi de Rudy Ricciardi. Donc, ensemble, on crée une série d'à peu près 4 pavilions, qui est tout à fait intéressant dans le dialogue, dans le site urbain et dans les relations. Le projet de Rudy, c'est extrêmement différent. Encore, le projet de Odile, c'est extrêmement différent. Mais c'est tout autour de la même thématique. Et donc ça, moi je trouve ça c'est tout à fait intéressant dans le futur. Donc, et c'est une chance spéciale. Donc ça, c'est exactement la même problématique. On a vu avec le boîte orange, le même conique passage qui passe dans le bâtiment. Et avec grand espoir, on a les balcons. Pour eux qui ont envie de sortir de leur bureau, qui fait leur petite cigarette et qui passent un moment splendide, j'espère, dans un sens espace. Et aussi, je pense, la vue, c'est assez important, je pense, la vue depuis chaque balcon vers le rivière, c'est une vue assez incroyable. C'est une vue vers un mouvement de l'eau. Et c'est ça qui est très intéressant. On ne voit pas la colline en face, mais on voit un premier plan. Donc c'est une vue c'est tout à fait intéressant, je trouve, à partir de le 3e, 4e, 5e étage de ce projet. Bon, je vais aller un peu plus vite. Docks de Paris, on est sur Paris, je pense en fait pas mal de vous qui connaissez bien notre proposition pour le site. On est dans une rive tout à fait riche et qui développe, qui cuisine très vite, hein, tout ça. Et donc, dans cette zone, à la limite entre le pont Alexandre et jusqu'en bas, on inscrit dans un développement d'une architecture, de paysage, d'un flux, une architecture de flux, d'une architecture très vitale et très riche et très intéressante aujourd'hui, et je pense dans le futur assez riche, dans un sens de mouvement dans ce sens, mais aussi évidemment dans un sens traversant, qui est assez important. Donc on savait bien toute une série de projets qui avait développé depuis les années la richesse de l'architecture, la propre architecture, dans cette envie de à la fois faire une forte relation avec la Seine. La Seine, ce n'est pas l'arrière-plan, mais c'est le premier plan aujourd'hui, sur le plan urbain et expérientiel. Et en fait, notre projet pour le Docks, c'est bien inscrit dans cette envie de la ville, à la fois envie urbaine, à la fois envie culturelle, et à la fois, je pense, envie aussi pour nous, pas nous, sur le plan architectural. Donc, c'est le vieux magasin General. C'est un bâtiment tout à fait intéressant, un peu triste aujourd'hui, mais très riche, très intéressant. Dès qu'on commence à enlever toutes les peaux secondaires, un peu misérables, qui est accumulée depuis les années, on trouve une structure en béton, une des premières structures en béton en France, extrêmement forte, très rigoureux dans son géométrie. Et donc, c'est là où, en fait, on est demandé de faire une proposition pour un concours qui est déjà passé quelques années. Et donc, on présente le projet dans plusieurs sens. En ce moment, notre bureau, on est en train de vider le bâtiment de le magasin General pour créer ce projet. Donc, ça, c'est les images qu'on a prises juste quelques jours, ou hier. Donc, on a envie de présenter ça un petit peu comme le work in progress. Ça, c'est très intéressant. Sur le droit, je n'ai pas vu. Ça, c'est ça, c'est une zone. En fait, c'est un bâtiment
c'est une grande découverte, la structure. Comme je dis, c'est une vieille structure. Donc, on découvre les choses petit à petit, comme on enlève les différents pots. Mais là, c'est une image assez beau, assez riche. Je pense que pour la première fois, on commence depuis quelques semaines là, à ouvrir la structure vers la scène et voir vraiment la force de la scène et notre relation dans un sens spatial, présence avec l'eau, à partir d'une certaine hauteur qui plonge la scène. Ça, c'est quelque chose de remarquable, surtout voilà, dans cette situation urbaine. Ça m'a intéressé énormément. Donc, ça, c'est quelques images. Donc, juste vite présenter le projet. Ça, c'est pendant le concours, on est demandé par la ville pour une réflexion sur la rive. Donc, on est proposé là une proposition paysage qui est une proposition sur le flux de le paysage, sur le mouvement de la piéton, sur le mouvement de la skateboarder, sur le mouvement de le trafic, sur le bâtiment, ça c'est arrêté maintenant, sur le mouvement de l'histoire, donc le mouvement de le bateau qui passe, qui donne l'histoire qui est mis à côté le bâtiment, et on savait bien, il y a un mouvement assez important dans le sens transversal, dans cette vieille structure, qui passe en transit le produit, la chose en stockage, et après qui passe sur ce côté, sur le chemin, le produit pour les marchés, et aussi, juste en bas de le bâtiment, la chose qui est extrêmement intéressante, on a un vieux chemin fer qui passe sous le bâtiment. Donc, on est une architecture, on est un système, entre guillemets, qui existe dans la vieille structure, qui est très, très, très fortement lié avec cette histoire de mouvement dans deux sens, dans un sens transversal et dans un sens longitudinal avec la scène. Donc, nous, on est inspiré par les flux de ça, à la fois historique, à la fois physique, les traces, et à la fois aujourd'hui la façon on utilise le bâtiment et on n'utilise pas le bâtiment, et la façon de potentiellement utiliser le bâtiment dans le futur. Donc, c'est pourquoi on est une série de plans extrêmement linéaires et qui promotent en fait les envies dans ce sens. Donc, je pense en fait la chose qui est tout à fait simple de comprendre, une série de programmes, à la fois un vieux structure qui est ouvert dans un moment, qui crée un grand pavé, et un pavé qui est ouvert sur le côté scène. À partir de ça, on a un grand ambulatoire, espace ouvert, qui est à la fois en relation avec Austerlitz, donc on descend de partir de la pente, et aussi gare Austerlitz, et on descend et on remonte jusqu'à le... Ah, ça ne fonctionne plus. Ah, mais bon, anyway, de toute façon, je pense que vous savez bien le mouvement de ça, voilà. Ok, super, excuse-moi. Donc, ça, c'est un mouvement comme ça, depuis en bas, depuis Austerlitz, un mouvement comme ça qui continue dans le site. Donc, on a aussi un mouvement là qui est assez important, donc en relation sur le diagonal et éventuellement sur un friche et un axe qui est à la fois, dès qu'on commence de monter l'escalier, on voit le Saint-Pétrier. Et donc, à partir de ça, on est proposé dans le concours, dans le deuxième étage, un gigantesque espace. Donc ça, c'est une série de... Donc ça, c'est une série d'espaces commerciaux. Sur le premier étage, on a un gigantesque espace exposition. Un partie de le programme qui est l'IFM, l'Institut français de la mode. On continue sur le dernier étage. Et là, sur le dernier étage, on est proposé comme une gigantesque place urbaine, suspendue en haut de la scène, ouvert, avec un traitement au fond, sur un premier plan en paysage, un type de synthétique paysage, entre guillemets, c'est un vrai paysage, mais synthétique. Et donc, dans cette partie de le dernier étage, on est le IFM, dans cette partie, on est un restaurant.
avec une grande terrasse pour un restaurant. Et éventuellement, aujourd'hui, on a une série d'autres programmes, une galerie, un magasin, etc., aussi sur le dernier étage. Le grand projet, en général, je pense, conceptuellement, c'est intéressant. C'est une combination entre deux entités, le IFM et une grande exposition branchée ou ciblée sur le design. Donc, si on continue sur l'axonométrique de le projet, c'est là où, en fait, on voit ces trois matériaux qui sont extrêmement simples. Le premier matériau qui est assez important, c'est tous les plattelages, le travail sur le plattelage en bois. Troisième matériau, c'est ce travail sur le paysage. Pardon, deuxième matériau, le paysage. Et troisième matériau, en fait, c'est une enveloppe en verre qui est toute la partie un peu blanc là. Donc, toute cette structure, on est nommé le plug-over. Et donc, le besoin pour le plug-over, il y a plusieurs raisons, sur un plan à la fois conceptuel et à la fois physique. Physiquement, c'est très intéressant de protéger la vieux structure. C'est une vieille structure en béton, et on propose avec cette plug-over, c'est une façon de mettre à l'intérieur une certaine quantité de le programme thermiquement étanche par rapport à l'extérieur. Une autre chose, en fait, on profite dans le règlement urbain, on a la liberté de construire jusqu'à un étage en plus de la vieille structure. Donc, on a pris cette liberté. On a la liberté aussi de construire une certaine quantité de mètres en surplomb la Seine. Donc, on a pris cette liberté. Donc, dans cet espace, à la fois, il y a une nouvelle architecture. Cette nouvelle architecture, c'est une nouvelle structure. La chose qui est très intéressante, et je pense que c'est pour ça qu'on a parlé d'une rigueur, dans le vieux bâtiment, on trouve un système qui est à la fois A, B, A, B, etc. Donc c'est simplement, en translation, c'est 7,50 m, 10 mètres, 7,50 m. Si on divise, on trouve l'équivalent de 2,50 m, et c'est 2,50 m qui est à la fois la grande raison qui créait une série de anneaux, qui est les anneaux qui portent à la fois le pot en vitrage, qui continue, qui porte le platelage en bois, et éventuellement qui porte le toit en paysage. Et donc c'est c'est une nouvelle structure, entre guillemets, qui est créée. Donc ça c'est une série d'images, elevation, la nuit. Voilà. Ça, c'est une image de ces pots, un peu plus conceptuelle, mais à la fois c'est qui lie tous les trois éléments ensemble. Ça, c'est une partie de la structure vers la Seine. Ça, c'est un morceau on voit bien là, les tubes en structure. On a un rythme de 2,50 m qui à la fois qui démarque, qui fait une démarcation d'un espace restoration avec un espace public dans un premier plan vers nous, qui porte un toit, et c'est un toit à la fois qui crée une ombre, ça c'est vers la partie restaurant, mais on utilisait en plusieurs façons cette toit paysage. Donc ça c'est quelques images de ce projet. Une série de axonométriques qui présentent le pôle, la structure, les systèmes à l'intérieur, les espaces, les coupes. Donc on voit bien le dénivellement entre la rue et la Seine. Donc, et ça c'est depuis l'entrée. Et finalement depuis la partie plug-over de la toit. Donc c'est simplement te dire, c'est un projet inspiré structurellement de son structure de l'origine, mais à la limite, encore grâce à cette idée de glisser, imprégner l'espace entre la vieille structure et la nouvelle structure, en déformant la nouvelle structure, on a créé une nouvelle architecture qui est posée, mais qui est aussi inspirée par rapport à l'histoire de son propre structure d'origine et son propre histoire de le site. On finit avec le projet pour le FRAC.
à Orléans. Donc ça c'est une image un peu gigantesque. Malheureusement, on n'est pas à l'image de ça, mais c'est le film qui explique un petit peu la déformation de deux trams. J'explique un petit peu pourquoi les deux trams. On a un bâtiment sur le site, dans le nord, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, et on a un bâtiment un peu plus récent, 19e siècle, entre les deux, vers la partie sud de le site. Donc, on est proposé en fait prendre les deux histoires et créer une troisième histoire à partir de la rencontre entre les deux géométries, les deux histoires. Et dans cette rencontre, on crée un nouveau projet. Il s'appelle le tourbillon. Et c'est l'entrée principale de notre nouveau projet pour le FRAC. Donc, si on passe par le plan de masse, on est sur quelque chose qui est assez important. Sur le côté gauche de le plan, on est quelque chose qui s'appelle le mail d'Orléans. Et dans le mail d'Orléans, il y a une histoire qui est assez récente, mais assez intéressante. C'est une histoire de lier les institutions plutôt contemporaines avec le mail et développer le mail comme un vrai parcours culturel pour Orléans. Ça, c'est le mail, cette partie-là. Et en fait, dans cette partie-là, on supprime une partie d'un bâtiment sur le site et on crée fortement une relation entre l'intérieur de la parvis de le site vers le mail et vers l'extérieur. Donc, dans le futur, on propose une forte relation urbaine qui est une relation assez importante sur le plan synergie pour l'institution de la FRAC et aussi pour le MAI ou aussi pour Orléans dans son urbanity, je pense. Donc ça c'est une côté de le projet, dans le sens une envie de le projet urbain. Si on continue, on est dans le quatre diagrammes là, on essaie d'expliquer le côté public. L'entrée, c'est là, depuis un pavé, on descend et on entre dans la partie tourbillon, le toit tourbillon. Et toute cette partie en léger jaune, c'est les espaces publics. Donc ça, c'est de dire les espaces exposition. Donc les espaces temporaires en bas, les espaces exposition temporaire, et les espaces permanents en haut, sur le deuxième étage. Le reste, si on passe sur ça, les espaces actuality, à droite de notre entrée, les espaces vidéo, à droite encore un peu plus loin, les circulation en orange. Et si on passe tout à fait sur la partie gauche, on a les espaces stockage. Donc les espaces stockage pour stockage, préservation, conditionnement. Pour le FRAC, c'est une partie de le programme qui est assez importante, qui prend, je pense, une bonne moitié de le programme. Et donc, tout ça, c'est passé sur le côté gauche, ici, qui laisse plus ou moins une circulation à partir d'une zone privée pour une zone administrative. Donc, toute cette partie-là, en grande U, c'est dans le bâtiment existant. La seule partie neuve proposée par nous, en fait, c'est dans cette zone-là, et le pavé. Donc, en fait, le pavé, c'est l'entrée, mais c'est une façon aussi de démarquer la présence, la nouvelle présence, la présence de l'architecture en conditions contemporaines dans la ville, un signal, un fort signal qui démarre l'institution et qui est surtout aussi un signal pour le public, pour les architectes. Je pense en fait c'est une grande envie de remettre quelque chose, une institution qui est dans le futur beaucoup plus inclusive. Donc, dans cette envie de créer une institution à la fois extrêmement publique, accessible,
accessible aussi sur le plan pédagogique pour les enfants et aussi sur le plan pour les architectes. Donc là, dans le plan, encore, c'est toute cette partie. L'entrée, toute la partie bibliothèque, grand café en été qui utilise le parvis, livraison pour un camion, actuality, bon, ça c'est les expositions qui passent beaucoup plus rapidement, et c'est très intéressant que c'est une exposition en relation avec la ville et avec le public, donc c'est pas une face cachée, mais c'est vraiment envie de mettre l'institution extrêmement accessible. Le reste, en fait, c'est les espaces, comme on avait passé juste avant, juste dit, ça c'est les espaces d'exposition. On crée un cours vide, ouvert, à l'intérieur, qui met cette partie du bâtiment en valeur avec le pavé. Donc c'est un axe assez important. Et tout cet axe-là, c'est la zone privée. Donc c'est une zone privée qui passe les œuvres extérieures du public jusqu'à l'intérieur de l'espace. Donc on essaie dans ce projet-là de mettre en valeur le plus important et le plus beau espace dans le bâti existant, qui est plus ou moins la condition rez-de-chaussée. Grande hauteur dans cet espace-là et plus grande hauteur dans cet espace-là. Si on continue les élévations, la couleur qui correspond avec le plan, bien entendu. Les élévations, ça c'est important de dire, c'est une structure encore tubulaire en acier. Et donc ça c'est le diagramme des ingénieurs, le début des études pour la partie concours. Et après on est dans une étape beaucoup plus développée maintenant. Mais c'est assez important de parler de la structure, juste pour 2 secondes. C'est une structure, on voit dans cette... Oui, mais on voit... Oui, pardon, juste vous dire. On voit dans 2 sens là. On voit une structure, 2 structures, une à l'intérieur qui porte aussi la structure extérieure. Donc la structure qui porte le pot, c'est ça. Et la structure intérieure qui porte à la fois le volume pour la billetterie, la billetterie là, ou à la fois le volume pour le parcours de l'actuality. Mais c'est intéressant dans un certain sens. On essaie de trouver une structure le plus léger possible. C'est une structure à cause de cet intérêt dans les deux couches de structure. Ça, on voit une autre façon de lire les structures. Là, on voit bien dans cette rencontre entre un nouveau entrée et le bâtiment de le projet, dans ce sens à gauche, droite dans l'autre. Ça, c'est une vue depuis l'actuality vers l'espace pédagogique en haut et vers l'espace billetterie en bas. Si on continue, un vue depuis le cours et le café, avec les 2 tourbillons, le tourbillon bibliothèque entrée et le tourbillon actuality plus loin. Donc, le vue depuis le mail, depuis le grand boulevard, encore cette envie de créer la plus grande pièce de cette structure. Le plus grand, c'est la pièce qui est aussi le grand signal. Donc, c'est un élément qui penche vers le boulevard, qui attire l'œil, et surtout, c'est un peu, on est imaginé avec un groupe Electronic Shadows, un projet de mise en valeur, un surface qui est complètement programmable dans le sens lumière. Donc, on explique ça un petit peu mieux dans cette image-là. Et si on continue un peu plus loin, donc ça c'est les images qui sont créées par Electronic Shadows. Donc en fait, dans le pot de ce nouveau projet, on imagine un champ de LEDs. Et donc, dans les champs de LEDs, on est capable de programmer cette surface. Donc, pour le FRAC, je pense, et aussi pour la ville, on imagine ça comme un site complètement accessible, à la fois par le FRAC, à la fois par la ville, mais aussi, pourquoi pas, par les individus. Donc, on est en train de mettre ça en technique, mais je trouve que ça, c'est une chance
j'espère, avec espoir, c'est une chance aussi pour éventuellement les individus de changer cette surface à partir d'un portable, à partir d'une voiture, etc. Donc, si on continue, de toute façon, ça c'est simplement, bref, la façon d'imaginer un surface programmable. Et par Electronic Shadows, je trouve le plus beau aspect conceptuellement, c'est une façon de, à la fois aussi souligner dans les moments de ces programmes la ligne de structure, mais portée comme un design sur l'extérieur peau, à l'extérieur de le vitrage. Et à la fois, comme un design, on est toujours, comme les architectes, je pense toujours à la fois dans l'histoire de notre travail à la main jusqu'à aujourd'hui où on travaille plus ou moins tout le temps avec les nouvelles technologies. Mais toujours cette histoire dans les représentations, on est toujours en train de créer quelque chose entre un point, une ligne et une surface. Merci.